Bienvenue à notre deuxième présentation sur l'entraînement pour le marmotte. La marmotte qui est la plus ancienne, la plus difficile et tout simplement la meilleure des cyclos en France. Alors moi, je m'appelle Marvin Faure, et je suis le fondateur et le gérant d'Alpine Cold. Nous sommes un groupe de coachs cyclistes basés dans les Alpes. J'ai fait notre première présentation sur la partie 1 du plan d'entraînement le 24 novembre et vous pouvez le trouver sur YouTube dans le canal Alpine Cold. Je vais y faire référence plusieurs fois ce soir en fait, donc si vous avez envie de le revoir, c'est disponible. Aujourd'hui, bien sûr, je présente la partie 2. Et puis le 8 juin, je présenterai des conseils, des astuces, des stratégies et des tactiques pour obtenir le meilleur résultat possible le jour J. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, info@alpinecold.com. Avant d'entamer la deuxième partie, permettez-moi de passer une petite page de pub très rapide. Nous organisons 2 stages d'entraînement avant la marmotte. L'un ou l'autre de ces stages serait idéal, en fait, pour faire un gros bloc en montagne, tout en bénéficiant d'un feedback et de conseils d'entraînement de la part de mon équipe et de moi-même. Donc, la première, c'est à la Clusaz et Morzine, le 21-28 mai. Ça, c'est avec une reconnaissance de l'étape du Tour, en fait. Et puis, le deuxième, c'est le 10 au 17 juin à l'Alpe d'Huez. Donc, ça, c'est juste une grosse semaine avant la marmotte. Alors, la situation de James en bas est très typique et vous pouvez en lire beaucoup sur notre site Internet. Cela fait maintenant 10 ans que nous entraînons des gens pour des événements comme la marmotte, l'étape du Tour et la haute route et bien d'autres. Alors, si vous voulez vous donner les meilleures chances de réussir, rendez-vous sur notre site Internet et inscrivez-vous à l'un de ces stages. Voilà, fermeture de la page pub. Et entrons dans le vif du sujet. Donc, que faut-il pour réussir? Bon, on ne peut pas parler d'entraînement pour la marmotte tant que l'on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire pour réussir, en fait. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu la première partie, il s'agit d'un rappel, donc je vais aller vite. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous recommande d'écouter la vidéo. Les exigences les plus importantes de la marmotte sont les suivantes. 1. Un rapport poids-puissance élevé pour les montées. 2. Une excellente endurance aérobie, parce que même pour les meilleurs, ça va prendre 6h30, 7h, et pour les moins bons, ils vont terminer en 13 ou 14 heures. 3. La capacité à bien monter et bien descendre, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. 4. La capacité à respecter la bonne allure, parce que si vous allez trop vite, vous n'allez pas réussir à la fin. Et enfin, la capacité à manger et à boire suffisamment pour alimenter la course tout au long de la journée. Donc, votre plan d'entraînement doit donc tenir compte de tous ces points. En gardant donc à l'esprit toutes ces exigences, voici les principes d'un plan d'entraînement réussi. Et là, maintenant, on parle évidemment des 3 derniers mois. Le premier et le plus important, c'est de faire de la marmotte une priorité, si vous voulez faire une bonne course. Ensuite, vous devez absolument vous entraîner régulièrement, au moins 4, voire 5 jours par semaine, si possible. Ça ne veut pas forcément vouloir dire 3 heures par jour, évidemment. Parfois, ce n'est qu'une demi-heure ou 1 heure, mais c'est la régularité qui est importante. 3. La qualité physique la plus importante et de loin, c'est votre base aérobie. Cela veut dire que vous devez passer beaucoup de temps sur le vélo et la plupart du temps à faible intensité. 4. Vous devez puiser votre énergie au maximum dans la graisse, comme j'ai expliqué en détail dans la première présentation. Ça nécessite un entraînement particulier. Alors, 5e, il faut développer votre durabilité, ce qui veut dire votre capacité à répéter les montées à la même puissance. Et même votre PMA, si vous allez rouler vite. Ça n'a pas d'importance pour ceux qui veulent juste terminer. 6e, il faut augmenter progressivement la charge tout au long de la période d'entraînement, en fait. Et ce pour donner à votre corps le temps de s'adapter. 7. Rappelez-vous que votre corps ne devient plus fort que lorsque vous récupérez.
L'entraînement crée le stimulus nécessaire, mais il vous affaiblit en fait. L'entraînement vous affaiblit. Et donc, vous ne devenez plus fort que pendant la récupération, après l'entraînement. Et dernier point, il faut s'entraîner au bon moment. Ce point est important car les recherches menées ces dernières années ont montré qu'un entraînement intensif n'a d'effet positif que si votre corps est en état d'en tirer profit. Donc, on va en parler, on en a déjà parlé, on reparlera tout à l'heure. Alors, juste un autre rappel, les trois phases, le plan d'entraînement que nous proposons comporte ces trois phases, la phase de préparation ou de base qui se termine à la fin du mois, la phase de pré-compétition qui s'entend donc du début avril à la mi-juin, et enfin la phase de compétition ou d'affûtage qui s'entend sur le dernier ou les 2 dernières semaines. Aujourd'hui, donc, je me concentre sur la phase de pré-compétition, donc du début avril à la mi-juin. Voici notre plan d'entraînement cadre que vous avez peut-être, vous utilisez déjà. Sinon, vous pouvez le télécharger sur le site internet de la Marmotte à la rubrique Info pratique ou vous pouvez simplement m'envoyer une demande par mail. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un cadre et non d'un plan d'entraînement détaillé jour par jour. L'idée est que vous partez de ce cadre vous-même et vous créez votre propre plan d'entraînement qui sera parfaitement adapté à vos besoins. La deuxième page vous propose des semaines d'entraînement type et des suggestions d'entraînement pour chaque période. Je vous rappelle simplement que plus vous avez l'intention de faire la course, plus vous êtes costaud en fait, plus vous devez faire d'intervalles et d'intensité élevées. Mais cela ne devrait jamais passer deux séances par semaine. Si vous êtes moins expérimenté ou votre objectif est simplement de terminer, vous devrez vous concentrer sur le développement de votre capacité aérobie surtout, en faisant beaucoup de kilomètres et beaucoup de nivelés à des intensités assez faibles. Alors, voici les principaux objectifs à atteindre pendant les prochains mois. Premièrement, donc, je viens de le dire, renforcer votre endurance aérobie afin de pouvoir rouler au moins 7 à 8 heures sans fatigue excessive pendant l'entraînement. Deuxièmement, il va falloir travailler sur la durabilité, c'est-à-dire la capacité à répéter des longues ascensions sans perte de puissance. Troisièmement, il faut un travail d'optimisation de votre nutrition, votre alimentation, afin d'alimenter correctement votre entraînement d'abord. Ensuite, de faciliter l'oxydation des graisses, donc brûler les graisses. Et enfin, d'entraîner votre tube digestif à la grande quantité de glucides que vous devez manger pendant la marmotte. Ça aussi, ça s'entraîne. Quatrièmement, il est important de simuler les conditions de la course 2 ou 3 fois avant l'épreuve. Et enfin, il faut inclure quelques exercices pour affûter à la fois votre mental et certaines techniques telles que les descentes et les virages à vitesse élevée. Voilà donc les objectifs. Maintenant, on va voir comment procéder. Tout d'abord, il est important de s'assurer que vos zones d'entraînement sont exactes. Je présente ici un modèle simplifié à 3 zones et ce modèle montre clairement les 2 marqueurs physiologiques que nous appelons les seuils. Le premier seuil, c'est LT1, le deuxième, c'est la puissance critique ou le FTP, ou parfois on appelle ça aussi le LT2. Alors, n'oubliez pas que tous ces seuils, en fait, c'est des soi-disant seuils, si on veut, parce qu'en fait, ça représente plutôt une fourchette, et ils ne sont pas des constants, mais ils varient en fonction de votre niveau de forme physique, mais aussi de votre fatigue à court terme. Il est sûr que si vous faisiez un test d'FTP, par exemple, à la fin de la marmotte, ça serait beaucoup réduit par rapport à ce que ça serait au début. Donc, ces seuils baissent avec la fatigue. Alors, comment déterminer ces 2 seuils? La première, qui est la plus importante à déterminer pour l'endurance aérobie, c'est LT1, c'est le premier seuil de lactate. Et pour cela, la meilleure chose à faire, c'est un test de lactate pour lequel il faut aller dans un laboratoire où il faut acheter l'appareil de test pour soi-même. Alors, c'est un peu lourd, tout le monde ne veut pas faire ça, évidemment. Donc, il y a des alternatives. La première alternative, c'est tout simplement ce qu'on appelle le test de conversation.
Si vous êtes en train de rouler et vous pouvez parler normalement avec des phrases complètes, sans difficulté à votre compagnon de route, vous êtes logiquement en dessous de ce seuil. Si vous avez du mal à parler et vous devez raccourcir vos phrases et respirer entre chaque petite phrase, eh bien, vous roulez trop vite. Donc ça, c'est une première indication. Une autre indication est simplement de faire très attention à votre respiration sur Home Trainer et faire un test où vous montez, vous faites un test où vous montez graduellement en intensité et à un moment donné, vous avez ressentir, que votre respiration commence à augmenter. En fait. Et ça, c'est à peu près le même seuil. Alors, le deuxième seuil, ça peut être déterminé soit par la puissance critique, soit par la FTP. Si vous préférez la puissance critique, vous pouvez faire ça tout simplement avec 3 efforts en dessous de 20 minutes. On propose 2 minutes, 6 minutes et 15 minutes, mais les chiffres sont pas essentiels, ça peut être aux alentours. Et ensuite, vous utilisez un logiciel ou une calculatrice en ligne pour déterminer la puissance critique. L'alternative, c'est de déterminer votre FTP pour ce deuxième seuil. Et pour cela, il faut faire un effort au maximum de 20 minutes, un effort au maximum, enfin, aux puissances maximum de 20 minutes, ou mieux, vous pouvez faire un effort maximum de 45 à 60 minutes si vous avez le courage. Votre FTP à ce moment-là, c'est environ quelque part entre 93 et 97% de votre puissance maximum à 20 minutes, ou c'est à peu près 100% de votre puissance à partir de 45 minutes vers 1 heure. Donc voilà pour les seuils. Alors avec ces deux seuils-là, il faut fixer bien l'essentiel de vos zones qui sont donc la zone à intensité modérée, c'est la zone 1 ici, la zone à intensité low, heavy zone, on appelle ça en anglais intermédiaire, et ensuite la zone intense au-dessus. Maintenant que vous savez que vos zones d'entraînement sont exactes, il est important de comprendre que vous ne devez faire des séances intenses que lorsque votre corps est prêt. Donc, si vous faites une séance difficile alors que votre corps n'est pas prêt, c'est littéralement une perte de temps. En fait, c'est l'origine des fameux non-responders, les gens qui ne répondent pas lors des tests scientifiques. Comment le savoir? Il n'existe pas de mesure unique qui permette de tout comprendre, mais la meilleure pratique actuelle consiste donc à examiner 3 mesures distinctes qui portent sur 3 aspects différents de votre état de préparation à l'entraînement. La première, c'est la fatigue perçue et les sensations de courbature que vous pouvez avoir. Ça indique l'état de réparation de vos tissus musculaires. Le troisième, c'est la heart rate variability ou la variabilité de la fréquence cardiaque. Et ça donne une indication de votre système nerveux autonomique, qui est, en fait, c'est une mesure du stress, que ce soit du stress de la vie ou du stress de l'entraînement. Et la troisième mesure, c'est un test de fatigue sous-maximale, qu'on appelle un SFT, c'est un sigle en anglais. Ça donne une indication de votre fatigue accumulée et de votre capacité à supporter la charge liée à la déplétion du glycogène dans vos muscles. Alors, nous n'avons pas le temps ici de rentrer dans les détails techniques de la variabilité cardiaque et du test de fatigue sous-maximale, mais si cela vous intéresse, vous pouvez regarder notre vidéo YouTube sur le sujet. Sinon, vous pouvez très bien utiliser que les mesures subjectives. Et voici donc 2 échelles que vous pouvez utiliser pour évaluer votre perception de votre fatigue et des courbatures. Vous devrez noter votre ressenti sur les 2 échelles peu après le lever et les utiliser pour adapter votre plan d'entraînement. C'est-à-dire que si les 2 sont élevés, vous devez reporter les éventuels, si vous avez prévu une séance d'intensité élevée ce jour-là. Le signe d'alerte pour reporter une séance serait, je dirais, une combinaison de fatigue à 5, c'est-à-dire élevé,
et plus, bien sûr, et des courbatures à 8 et aussi élevées et plus. En cas de doute, soyez prudent. Ne tombez pas dans le piège de no pain, no gain parce que ça risque de nuire finalement à votre entraînement. Donc, pour résumer ce point, surveillez à ajuster votre charge d'entraînement en utilisant vos sensations et peut-être la variabilité cardiaque et un test de fatigue sous-maximale hebdomadaire. Soyez pas macho, ignorez pas ces indicateurs, revenez en arrière lorsque c'est nécessaire et repensez le plan. Normalement, il suffit de remplacer une séance intense prévue, soit par une séance facile, soit par un repos complet, et de reporter la séance intense pour un jour ou deux plus tard. Donc, on ne perd pas grand-chose, bien au contraire. Alors, voyons maintenant comment renforcer votre endurance aérobie. Vous devez faire autant de longues sorties que possible. L'indicateur clé ici est le temps et non la distance. Si votre objectif est la distance, en fait, vous serez tenté de rouler plus vite pour finir plus tôt. C'est humain. Mais c'est le contraire à votre objectif. L'objectif de ces sorties longues est de développer votre endurance aérobie et votre capacité à brûler les graisses, ce qui est optimal à un niveau d'intensité inférieur à LT1, le seuil aérobie. C'est pour ça que je viens d'en parler. Fixez-vous donc un objectif de durée et non de distance et assurez-vous de rester en dessous de ce premier seuil. Surtout si vous avez des bosses ou même des montagnes sur votre parcours, vous allez monter ça, pour rester en dessous de la LT1, vous allez monter ça très très lentement, donc la distance ne va pas être impressionnante. Et encore une fois, ce n'est pas l'objectif, la distance c'est le temps. Pour la plupart des gens, donc, le LT1, une autre façon de voir ça, cela signifie en dessous de 60, éventuellement 70% de la puissance critique au FTP si vous êtes vraiment costaud. Alors, le problème pour certaines personnes est que l'on peut trouver ces longues sorties assez ennuyeuses. Je vais donc vous montrer en fait quelques idées pour les rendre plus intéressantes. On y va. La première idée, c'est bien évidemment, c'est de rouler avec un partenaire. Alors, pour autant que vous avez un niveau similaire tous les deux et que vous partagez le même objectif pour la sortie. Il ne faut surtout pas rouler avec quelqu'un qui a envie de pousser plus fort. Deuxième idée, faites un jeu et par exemple, essayez de rouler du début à la fin avec la même intensité. Alors, si vous êtes sur un parcours vallonné, c'est compliqué. Et ce n'est pas toujours possible dans les descentes, évidemment, parce que vous roulerez trop vite et ça serait trop dangereux. Mais bon, c'est un bon jeu d'essayer de faire au maximum la même intensité par tout moment. Troisième idée, travaillez votre coup de pédale. Les longues sorties lentes sont vraiment une bonne occasion pour cela, se concentrer sur la fluidité du pédalage. Quatrième idée, pédaler avec une seule jambe. Cela vous permettra à coup sûr d'accroître votre respect pour les cyclistes amputés. Et c'est un bon exercice en soi, ça donne un bon coup de pédale. Bon. Prochaine idée, c'est de jouer avec la cadence. Là, vous pouvez faire un tas de choses. Vous pouvez décider d'augmenter votre cadence moyenne sur une sortie particulière. Mais attention à votre fréquence cardiaque. Si vous l'augmentez trop, votre fréquence cardiaque va largement dépasser, vous allez vous trouver au-dessus du seuil. Donc, faites attention. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des spin-outs, c'est-à-dire sur une période très courte, vous prenez un braquet très facile et pour quelques secondes, vous essayez de tourner les jambes les plus vite possible. Visez dans un premier temps 150 tours par minute. Et avec dans l'entraînement, vous devrez pouvoir arriver jusqu'à 170, voire même 180 tours par minute si vous êtes, surtout si vous êtes jeune et c'est un peu plus difficile lorsque vous atteignez mon âge. Mais bon, moi, j'arrive quand même à faire 160 encore. Alors, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement varier la cadence de temps à autre sur la sortie. Faites les montées à très faible cadence, faites les descentes à haute cadence, etc. Et bien sûr, profitez des paysages. Cette photo a été prise pas très loin du Mont Ventoux. Il y a des paysages absolument magnifiques et il faut vraiment en profiter. D'autres idées,
j'ai encore plein. Travaillez votre respiration, ralentissez consciemment votre respiration et faites-le plus profondément. Mettez vos mains en bas du guidon pendant des longues périodes pour travailler le gainage, pour renforcer votre gainage. Travaillez le maniement de votre vélo. Il y a quelques exercices à difficulté progressive que vous pouvez essayer. Dans un premier temps, simplement buvez et mangez avec votre autre main, c'est-à-dire la main que vous n'utilisez pas normalement. Ensuite, vous pouvez continuer à pédaler constamment tout en prenant la bouteille, en buvant, le bidon, pardon, en buvant et en le remettant en place. Vous pouvez rouler avec les mains libres. Ça, évidemment, si vous n'êtes pas trop à l'aise à faire ça, ben, il faut choisir un endroit bien droit, avec peut-être une petite descente pour faire au début, et vous lavez les mains juste au-dessus le guidon dans un premier temps. Ensuite, en roulant avec les mains libres, échangez des objets dans vos poches. Vous mettez les deux mains derrière et vous échangez des objets, ou vous les passez par devant. Et puis, enlevez vos gants et remettez-les. Puis, enfin, le vrai but, c'est de pouvoir enlever et remettre votre gilet ou votre veste, parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps sur la course. Mais ça nécessite pas mal de pratique. Travailler en danseuse, c'est une technique importante sur les longues montées. Donc, entraînez-vous, travaillez-vous. Entraînez-vous bien sûr à la descente. Ça, si vous n'êtes pas dans un endroit avec des bosses, vous pouvez choisir un circuit approprié et entraînez-vous à prendre des virages, même à plat, de plus en plus vite, à freiner plus tard, voire pas du tout, et donc à maintenir votre vitesse dans le virage. Encore une idée, c'est bien sûr d'explorer de nouvelles routes pour réduire l'ennui. Et enfin, pourquoi pas, surtout si vous êtes dans un club et il y a différents groupes, sortez avec un groupe plus lent que le groupe avec lequel vous roulerez normalement. Ça vous permettrait de rencontrer peut-être d'autres personnes et puis peut-être de partager vos expériences avec eux. Donc voilà plein d'idées pour réduire l'ennui potentiel de ces longues sorties. Tout ça, c'est pour obéir à la règle d'or de l'entraînement qui est tout simplement de s'entraîner correctement. Pour ce faire, il faut respecter le plan d'entraînement et ignorer les autres cyclistes. Je pense qu'on est tous parfois tentés de sauter dans la roue d'un cycliste qui nous dépasse, mais il ne faut pas le faire parce que ça nuit à l'entraînement. N'oubliez jamais, l'entraînement, ce n'est pas la compétition. La compétition, c'est la compétition. Donc, voilà. Alors, deuxième point, donc, on a parlé maintenant d'endurance aérobie. Maintenant, c'est développer votre durabilité. Donc, c'est quoi la durabilité? C'est la capacité à fournir des efforts répétés à une intensité modérée à élevée. Donc, c'est surtout sur les montées, où ça peut être sur le plat si vous devez faire beaucoup d'efforts pour rester dans un peloton. Plus votre durabilité est bonne, plus vous avez des chances de pouvoir faire un effort correct à l'Alpe d'Huez à la fin de la marmotte. Donc, il existe deux façons de travailler la durabilité. La première consiste à faire des séances d'intervalle à intensité modérée ou juste en dessous le seuil, juste un peu au-dessous l'intensité à laquelle vous grimperez lors de la course, en fait. Vous pourriez faire des intervalles de 4 à 10 minutes, de 4 fois 10 minutes en avril, passer à 3 fois 15 minutes en mai et enfin 2 à 20 minutes ou même 3 fois 20 minutes en juin. Vous devrez faire au moins une séance d'intervalle par semaine, mais pas plus que 2. Donc, 1 ou 2 maximum. La deuxième façon de travailler la durabilité est d'augmenter l'intensité vers la fin d'une longue sortie, lorsque vos jambes sont déjà fatiguées. Comme dans la photo, c'est lors de la deuxième ascension du Mont Ventoux que vous pouvez voir là. Donc ça, c'est un bon moment pour travailler la durabilité, s'il vous reste un peu de force dans les jambes. Venons-en maintenant à la nutrition. Il s'agit d'une partie très importante de votre entraînement. J'en ai beaucoup parlé dans la dernière présentation. Je ne vais pas tout répéter, bien sûr,
Donc, il s'agit principalement d'un rappel. Le premier point, c'est il est important de vous assurer que vous mangez suffisamment pour alimenter correctement votre entraînement. Deuxième point, c'est de continuer à augmenter ou développer votre capacité à puiser dans la graisse. Et le troisième point, c'est maintenant qu'on approche de l'événement, il n'est plus qu'à 3 mois, il faut commencer bientôt à entraîner votre tube digestif à absorber suffisamment de glucides pendant la course. On va regarder ces 3 points. Tout d'abord, alimenter votre entraînement. Donc, j'ai abordé ce sujet en détail, je ne vais pas revenir, mais je rappelle que le plus important est d'une part de manger une grande variété d'aliments non transformés, de la meilleure qualité possible, et d'autre part, d'adapter votre consommation avec dépenses énergétiques. Donc, mangez plus lorsque vous vous entraînez plus, et lorsque vous prenez un peu de repos, ben, mangez moins. Sinon, vous allez prendre du poids. Ce que vous ne voulez pas, bien sûr. Lors d'une longue sortie, vous pouvez facilement dépenser 3 ou 4 000 calories que vous devez remplacer. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument manger plus lorsque vous entraînez beaucoup. Ne vous laissez pas tenter par l'idée de perdre du poids. Je sais que c'est tentant parce qu'évidemment, le rapport puissance-poids, c'est très important par la mode. Mais attention, vous perdrez peut-être du poids, mais vous ne profiterez pas de l'entraînement si vous allez trop loin. Et vous ne serez donc pas en bonne condition pour vous entraîner à nouveau le lendemain. Donc, c'est un équilibre très difficile à trouver. La perte de poids, si c'est important pour vous, ça doit être extrêmement progressif et c'est quelques centaines de grammes maximum par semaine. 200, viser 1 kilo par mois, pour moi, c'est un maximum si vous voulez vous entraîner correctement. Alors, donc, la deuxième partie, c'est de puiser plus dans la graisse. J'espère que vous avez développé votre capacité à faire cela déjà ces 3 derniers mois. Pour le maintenir, il faut commencer vos longues sorties à faible intensité. Je répète, il faut commencer vos longues sorties à faible intensité, donc encore plus faible à la limite. Si vous voulez commencer tempo, vous incitez votre corps à brûler des glucides plutôt que des graisses. Donc, en particulier, si vous commencez votre sortie sans petit déjeuner, donc à jeûne, restez prudent et ne dépassez pas 50% de votre puissance critique ou votre FTP pendant les 2 premières heures. Ne rien manger pendant les 2-3 premières heures et puis, une fois que vous commencez à manger, vous passez assez rapidement à une 60aine de grammes de glucides par heure, voire plus. Alors, l'approche est différente pour les sorties tempo, donc les sorties qui ne sont pas des sorties longues, lentes, mais des sorties à plus vive allure, qui peuvent être à l'allure de course même, ou des sorties avec des intervalles. Là, vous devez de toute façon être correctement alimenté pour ces sorties, parce que sinon l'entraînement ne va pas être bon. Donc ça donne l'occasion d'entraîner votre tube digestif à tolérer des quantités élevées de glucides dont vous aurez besoin lors de la marmotte. Donc sur ces sorties-là, ciblez dans un premier temps 90 grammes par heure de glucides. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous prenez probablement rarement plus de 60 grammes en ce moment, ce qui équivaut à peu près à 2 bananes ou 2 gels ou 2 barres énergétiques par heure. Il y a un net avantage pourtant à consommer au moins 90 grammes, car cela permet d'économiser le glycogène dans les muscles. Vous utilisez plus ce qui circule dans le sang et moins dans les muscles. Donc, commencez donc par aller jusqu'à 90 grammes pendant vos sorties. Et puis, si vous arrivez, augmentez progressivement votre consommation jusqu'à 100, voire 120 grammes, si vous pouvez. Attention, cela demande du temps et de l'entraînement. Votre estomac vous dira si vous poussez trop loin, trop vite. Pour cela, il faut expérimenter avec différents aliments et différents gels pour voir ce qui vous convient le mieux. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi boire vos glucides. Un bidon de boisson énergisant peut contenir jusqu'à 30 grammes selon la concentration.
Voilà pour la nutrition. Maintenant, le quatrième point, donc, c'était de simuler les conditions de course. Au cours des 6 à 8 dernières semaines, donc pas tout de suite, hein, vous devrez trouver au moins 2 ou 3 occasions pour simuler les conditions de course. Ne faites pas ça tous les week-ends, par contre, parce que de telles sorties sont dures et trop faire finir par nuire à votre entraînement. Donc, l'une des possibilités consiste à participer à une bonne vieille sortie du club, autour de laquelle tout le monde se tire la bourre pendant 3-4 heures. Ils sont très amusants, c'est vachement, c'est super, mais bon, c'est dur, hein, donc il ne faut pas le faire trop souvent. Si votre objectif principal, c'est la marmotte. L'autre possibilité, bien sûr, c'est de vous inscrire à une autre épreuve où le résultat n'a pas d'importance et où vous y allez simplement pour tester et expérimenter. Enfin, parlons un peu de comment vous pouvez affûter vos compétences mentales et techniques. Tout d'abord, le mental ou la préparation psychologique. C'est très important pour une épreuve comme la marmotte, où la force mentale peut vraiment faire la différence. Il y aura certainement des moments sur la marmotte où vous vous demanderez pourquoi vous faites cela. Ça m'arrive à chaque fois. Et où vous devrez lutter contre une forte envie d'arrêter. Pour certains, cela se passe déjà sur le galibier. Hein. Pour beaucoup d'autres, cela se passe lors de la montée finale vers l'Alpe d'Huez. Donc, il y a 3 approches mentales qui vous aideront à continuer à ce moment-là. Mais pour être efficace le jour de la course, vous devriez les pratiquer activement pendant votre entraînement. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas vraiment. La première, pourquoi s'imposer cette épreuve? Eh bien, il faut avoir une raison claire. Donc, il faut pouvoir répondre à cette question de manière claire et nette et satisfaisante pour vous. Ensuite, vous pouvez trouver des moyens de réduire votre perception de l'effort, ce qui rend plus facile de continuer. Et finalement, vous pouvez vous parler en fait de manière positive, donc le discours intérieur positif. Donc, on va regarder chacun de ces points. Alors, pourquoi faire cette épreuve? À quoi bon de se faire autant de mal? Surtout si votre hôtel se trouve dans la vallée, vous avez besoin de beaucoup de motivation pour faire la dernière montée jusqu'à l'arrivée. Donc, les raisons doivent avoir du sens et surtout, ils doivent vous appartenir. Et il peut s'agir de raisons internes et personnelles, comme le plaisir de faire un beau parcours pour soi-même et la satisfaction de recevoir la médaille de finisher qu'on voit là autour du cou de ma femme. Ou ça peut être des raisons externes, par exemple pour collecter de l'argent pour une œuvre de charité, ou pour faire plaisir à d'autres personnes, ou pour impressionner d'autres personnes, ou toute autre raison externe. De telles motivations sont toutes valables, et d'ailleurs, ils ne sont pas mutuellement exclusives. L'essentiel, c'est de bien réfléchir et d'être clair dans votre tête à l'avance, de sorte que lorsque les choses deviennent difficiles, vous puissiez vous rappeler pourquoi vous êtes dans cette galère. La deuxième technique mentale consiste à réduire votre perception d'effort. Et plus vous avez l'impression que c'est difficile, plus vous aurez envie de vous arrêter, en fait. Donc, par conséquent, toute technique visant à réduire l'impression d'effort peut vous aider à continuer. Parmi ces techniques, il y a d'abord la distraction. Ça veut dire vous pensez très fort à autre chose, vous vous transportez ailleurs dans votre tête, vous récitez un poème ou une chanson, vous répétez un mantra, tout ce qui peut vous distraire. Ou, au contraire, la concentration sur le moment présent, mais de manière très intense. Vous pouvez vous concentrer, par exemple, alors ça c'est sur autre chose que l'effort, le moyen de la roue arrière du cycliste que vous précède, sur votre respiration, sur votre coup de pédale, sur le paysage, enfin, sur n'importe quoi qui vous passe par la tête. Ou même, et j'aime bien ça, se sourire à soi-même. Pourquoi? Parce que c'est pas une blague, hein. Ça vous libère les endorphines, les antidouleurs naturelles. Et l'autre avantage, c'est qu'en plus de réduire votre perception d'effort par cet effet antidouleur, il effraie les cyclistes qui vous entourent. Troisième technique mentale, ça consiste à parler à soi-même de manière positive.
Et des recherches menées sur les cyclistes montrent qu'il est plus efficace d'utiliser la deuxième personne. Donc, il faut dire des choses comme « tu es fort » ou « forte ». Je suis fier de toi. Tu te débrouilles très bien. Tu vis ton rêve. C'est pour cela que tu t'es entraîné. C'est pour cela que tu es là. Et toute autre chose qui marche pour vous, hein, ça c'est juste quelques idées à la louche. Quoi que vous choisissez de dire, ce sera plus puissant si vous l'avez déjà utilisé à l'entraînement. Alors, réfléchissez, écrivez ce qui fonctionne pour vous et entraînez-vous. Donc, voilà, il s'agit là d'un très bref aperçu d'un sujet qui est complexe. Vous trouverez plus d'informations sur le site internet de la Marmotte dans la rubrique Info pratique et dans le programme d'entraînement Alpine Col. J'ai mis là un document sur la préparation mentale. Donc, n'hésitez pas à y aller pour le trouver. Enfin, dernier point, mais pas le moindre, vous devrez pratiquer et améliorer vos compétences techniques, telles que grimper, descendre, rouler en peloton et changer de vêtements pendant que vous roulez. Par exemple, enlever une veste ou la remettre. Ça peut vous gagner quand même pas mal de temps. Bien entendu, si vous participez à l'un de nos stages d'entraînement, nous travaillerons en direct avec vous pour vous aider. Voilà, on arrive à la fin. Je vous ai donné ce qu'il faut, a priori, pour bien vous préparer pendant ces 3 derniers mois. Donc, rendez-vous, j'espère, le 8 juin pour parler de comment obtenir le meilleur résultat possible le jour J. Donc, ça va être vraiment une présentation sur la course en elle-même. Et en attendant, à vous de vous entraîner. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide professionnelle pour être au top le jour J, inscrivez-vous à l'un de nos 2 stages. Vous pouvez également rejoindre les nombreuses personnes qui bénéficient d'un coaching individuel de la part d'Alpine Col. Simplement, envoyez-moi un email. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne chance pour votre entraînement et rendez-vous sur la ligne de départ le 25 juin. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Je pas mal apprécié tous ces éléments. Moi, je fais la marmotte l'année passée, mais quand même, ça fait toujours du bien de voir, voilà, de voir qu'on a fait des choses qui ont été bien, mais d'autres choses, effectivement, qu'il fallait préparer bien à l'avance. Donc, merci de Ouais, faire ces rappels aussi complets. C'est très intéressant. Juste une merci. question d'ordre plutôt logistique, au sens, ça m'a un petit peu étonné parce que je n'avais pas quantifié à ce niveau-là les glucides dont vous mentionnez. 90 grammes par heure qu'il faudrait consommer, ça m'a un petit peu choqué parce qu'en fait, clairement, je suis dans la moyenne des personnes qui font pas voilà, sont en dessous de cette chiffre. Donc, en gros, ma question, c'est comment, enfin, en fait, comment comment porter une telle quantité disons, d'éléments, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, si je m'entraîne avec un certain type des gels ou des différents liquides, bah, les jours de la course, ce que je dois porter la même marque, le même style pour éviter justement des troubles digestifs des dernières minutes au jour de la course. Donc, ça veut dire que je dois porter toutes ces quantités de gel sur moi Ouais, parce que 90 grammes par heure, c'est énorme. beaucoup. Oui. J'étais en train de lire, justement, je ne sais pas combien ça fait. Donc, comment vous conseillez entamer justement cette question? Comment on pourrait, quels sont vos conseils à ce niveau-là? Oui, je Merci. suis d'accord avec vous, c'est pas du tout évident. Alors, on a que 3 poches. Donc, je pense pour un événement long comme le Marmotte, il y a pas honte à mettre un sac un petit sac derrière le potence, sur un sac de cadre vous pouvez mettre et comme ça vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Moi, j'avoue que je prends le risque de m'arrêter au ravito et de manger ce que je trouve parce que j'ai la chance d'avoir un estomac qui tolère beaucoup de choses. Euh, mais sinon, si on peut éventuellement se faire aider par quelqu'un qui peut être à un endroit stratégique pour vous ravitailler. Euh,
On n'a pas le droit d'avoir des gens des voitures suiveuses, mais on peut avoir quelqu'un qui se poste à un moment donné pour nous donner, pour nous passer dans la nourriture. Voilà, je comprends très bien le problème. C'est effectivement compliqué. Alors, les professionnels ont ont la possibilité de se faire ravitailler fréquemment en course. Nous, on doit tout porter. Voilà. Mais Merci sur les beaucoup. ravitaillements, est-ce qu'il y aura des gels aussi, et des choses comme ça? Et lesquels? Alors, je ne sais pas si c'est encore décidé pour cette année, qui est le fournisseur ou le partenaire de la marmotte pour la nourriture. Il, Dans le passé, il y a eu souvent, mais pas toujours des gels à la marmotte. Il y a toujours une bonne variété de choses comme les fruits secs. Il y a des abricots secs, des choses comme ça, des raisins secs. Il y a aussi quelques salés. Il y a des biscuits salés. Il y a parfois surtout à l'Alpe d'Huez, enfin en bas de l'Alpe d'Huez, à Beaubloison, il y a du fromage, il y a du saucisson, parce qu'à ce moment-là, parfois, on ne peut plus manger du sucré. On a tellement marre de gel et du sucré qu'il faut du sel. Donc ça, c'est bien. Il y a aussi un tas de barres énergétiques, mais je ne peux pas vous dire quelle marque ça va être cette année. Ok. Est-ce qu'on aura l'information quand ça sera décidé? Alors, je devrais avoir l'information pour ma présentation du 8 juin. Mais c'est un peu tard pour commencer à s'entraîner avec. Alors, ça, c'est sûr. Sinon bon, moi, je suis partenaire de l'organisateur, mais j'ai aucune influence là-dedans, hein. Donc, je peux leur demander, je sais qu'ils vont peut-être faire, je peux leur demander de faire une communication là-dessus. Mais bon, après, ils le font pas, hein. Et les ravitaillements, j'ai pas regardé dans le détail, mais on aura le plan des ravitaillements, c'est-à-dire Oui, à quel kilomètre on a les ravitaillements. oui, absolument. Ça, c'est toujours bien connu. Ça, c'est très clair, oui. Normalement, il y en a sur le Glandon, et ensuite sur le Télégraphe, ensuite juste après Valois, ensuite sur le Galibier, et puis à Beaugoison. Et puis il y a de l'eau à mi-chemin sur la montée de l'Alpe. Merci. Salut Marvin, merci pour la présentation. C'est lui. Euh, Ma question, c'est par rapport aux montagnes, parce que moi j'habite à Seattle et j'ai pas des accès, tu vois, à longues montagnes. Je peux faire 9 kilomètres, 10 kilomètres. So, il m'a sorti, j'ai fait de 2, 3 kilomètres maximum de montagne, c'est ça? Est-ce que tu as comme conseil pour une pratique que je peux faire pour pratiquer les longues montagnes? Donc, comment travailler les longues montées lorsqu'on n'a pas de longues montées à disposition? C'est ça la question. Mhm. C'est ça la question. Ouais. Oui, oui, c'est un problème récurrent. Tu n'es pas le seul, Luis, à habiter dans un pays, enfin dans un endroit plat. Alors, probablement la meilleure solution de nos jours, c'est d'utiliser un home trainer smart et faire ça à la maison, donc ou dans le garage. Soulever la roue avant pour avoir le bon angle sur le vélo. Et puis vous choisissez le calibier ou une autre montée longue euh, virtuelle et vous faites ça avec votre smart trainer. Si tu n'en as pas, euh, ben tu ne peux que répéter des bosses que tu as ou un jour, s'il y a beaucoup de vent, tu peux tirer une longue ligne droite dans le vent en se mettant le plus droit possible. Donc, tu ne mets pas les mains dans le guidon comme tu ferais normalement. Tu te mets bien droit pour prendre le vent, en fait, pour simuler la résistance. C'est pas exactement le même coup de pédale de la montagne, mais c'est mieux que rien, quoi. Je pense que le mieux, c'est un smart trainer.
Merci. Et un smart trainer, comment il n'y a pas de résistance du vent ou il n'y a pas ton point, tu vois, qui c'est par exemple si je vais faire de zone 2, like 2, est-ce que je fais un petit plus haut de zone 2 juste pour simuler résistance du vent ou quelque chose? Je ne sais pas si. Euh, Je veux dire que comment un smart trainer, quand je fais le truc in-home, il n'y a pas de résistance du vent, il n'y a pas mon point, tu vois, non, qui mais normalement, est parti. le Smart Trainer va justement ajuster la résistance par rapport à la pente. OK. Ah, OK, OK. Ouais, il fait ça automatiquement. Il suffit d'utiliser un app avec euh, des sorties virtuelles. Tu le connectes à ton Smart Trainer et il ajuste la résistance par rapport à la pente sur la vidéo, en fait. Ça marche très, très bien. Sergio. Oui, par contre, j'ai plein de questions, mais je vais m'arrêter à cette deuxième-là. Alors, c'est juste par rapport à la technique de pédalage. Justement, je sortais aujourd'hui et j'ai commencé à réfléchir par rapport à justement les moments où on lance la pédale, mais on tire aussi avec justement le muscle qui font soulever la pédale. Bref, est-ce que vous avez je sais pas, des drills, des conseils, des manières ou des bonnes pratiques qu'on puisse intégrer dans notre entraînement pour dire, voilà, on ne fait pas que pousser sur les pédales, mais aussi faire revenir à quel moment il faut lâcher, tout ça. Je fais ça un petit peu intuitivement, naturellement, mais effectivement, je voudrais un petit peu avoir un peu de conseils à ce niveau-là, si possible. Oui, absolument. Alors, la première chose, c'est euh, on ne tire pas sur le pédale sur la phase de montée, mais on doit lever la jambe. Donc, on essaie de soulager l'autre pied qui est en train de pousser en bas. Donc, on lève la jambe, mais on ne tire pas sur le pédale. Parce qu'on n'a pas des muscles très... c'est des petits muscles, en fait, qui permettent de lever la jambe dans cette position. Et on les fatigue trop si on tire vraiment. Donc, c'est juste lever la jambe pour que l'autre jambe a moins de travail à faire lever l'autre en même temps. Et puis, l'autre chose à savoir sur le pédalage en montagne, c'est que euh, lorsque la pente devient plus importante, vous devez baisser plus les talons. Donc, plus la pente est importante, plus les talons doivent être baissés. Et vous essayez de faire le tour du pédalage le plus souple possible. Vous pouvez voir, si vous avez un capteur de puissance qui donne ce que les anglophones appellent le TE, Torque Effectiveness, c'est l'efficacité de la couple, torque couple. En fait, le torque effectiveness devrait approcher 90 voire 100%. Ça veut dire qu'il y a que, si c'est à 90%, ça veut dire qu'il y a 10% du poids de votre jambe qui est encore sur le pédale qui monte. Donc ça, c'est une bonne manière de voir si vous faites bien ou pas. Surveillez ça Excellent. pendant que vous pédalez. Merci beaucoup.